Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle preview vers les étoiles. C'est la 10e. On s'approche dangereusement du classement de tête de la saison dernière et de la fin de ces previews. Déjà la 10e preview qui va nous voir décortiquer l'équipe du Phoenix de Toulouse. Il y a beaucoup à dire sur cette équipe toulousaine, hein, qui a terminé aux portes des places européennes l'année dernière en termes de places, mais en termes de points quand même, c'était assez loin. On va venir se décrire ça un petit peu dans le détail dans les différentes séquences de cette émission. D'abord, on va rentrer donc dans le Yago avec le contrôle des papiers. Tu commences maintenant à avoir l'habitude, avec notamment l'historique de la saison que je vais te narrer, que je vais te dérouler. Et tu vas voir que pour Toulouse, c'est assez irrégulier. Ensuite, on va rentrer au niveau de l'effectif dans les départs, les joueurs qui s'en vont et les joueurs qui arrivent dans l'effectif toulousain. Il n'y en a pas tant que ça. Et on va beaucoup parler de la façon dont est construit et équilibrée cette équipe. Ça va être un petit peu le fil rouge du Phoenix au cours de cette présentation. Une fois qu'on aura évoqué donc le set de platine, donc la composition de l'effectif, on va parler maintenant plus du projet dans sa globalité, dans la séquence que j'appelle le Money Time. Où va Toulouse précisément? Quels sont les objectifs et surtout quels sont les moyens dont ils disposent pour pouvoir justement aller vers leurs ambitions, si toutefois il y a des ambitions, parce que c'est un petit peu flou à Toulouse à ce niveau-là. On va rentrer dans le détail, on va poser des vraies questions et les personnes qui me suivent sur Toulouse, eh ben, peut-être que vous aurez des réponses et là ce sera forcément l'occasion d'échanger et de se nourrir intellectuellement et handballistiquement parlant ensemble. Une fois qu'on aura évoqué ces grosses questions, on va rentrer après plus auprès d'un joueur que je vais considérer comme étant l'expert de défi, c'est-à-dire le joueur un peu facteur X, le joueur pour qui ça va, si il est là, ça va bien se passer, s'il n'est pas là, ça va bien se passer, et même des fois quand il est là, ça peut mal se passer aussi. On va voir, en tout cas, je pense que si t'es Toulousain, tu penses savoir de qui je veux parler. Ensuite, on va conclure avec cette fois-ci le pronostic, ma vision, comment je vois Toulouse à la fin de la saison, l'avenir. Eh ben, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir te rendre compte de comment je vais pronostiquer cette équipe et le classement donc au niveau des équipes dont j'ai déjà fait les previews, comment Toulouse se positionne par rapport aux 9 premières équipes pour lesquelles j'ai déjà fait une présentation vidéo et je t'invite d'ailleurs à les consulter si tu ne l'as pas fait dans les autres previews des autres clubs que j'ai proposés depuis maintenant le 20 août je me suis lancé dans ce marathon que représente la préparation de 16 previews vers les étoiles. Je te cache pas que ça me demande à peu près entre 3 et 4 heures de préparation parce que je vais au bout des choses, je vais recroiser des articles, je vais recroiser des affirmations, des choses pour être sûr de mon propos, pour présenter une équipe comme Toulouse. Donc tu multiplies par les 16 équipes de la Star League et voilà, et tu vois le temps de préparation pour essayer de te faire quelque chose de qualitatif. On va arrêter de se plaindre parce que je l'ai choisi et parce que je trouve ça intéressant. Maintenant, le contrôle de papier de Toulouse. Et c'est simple, je rappelle que le contrôle de papier, c'est une nouvelle rubrique par rapport à ce que je faisais les années précédentes. C'est-à-dire que je mets en opposition ce que j'ai pronostiqué l'année dernière en 2025-26 pour Toulouse et ce qui s'est concrètement passé. L'année dernière, j'avais vu Toulouse à la 5e place, 36 points, 16 victoires, 4 nuls, 10 défaites. Et ça s'est nettement moins bien passé que je l'avais escompté pour Toulouse, puisqu'ils n'ont fini que 7e avec 31 points, 15 victoires, 1 nul, 14 défaites. Donc très irrégulier, toujours plus de victoires que de défaites, avec un match nul qui s'est invité, notamment le match de Chambéry, mais n'en demeure pas moins que voilà, c'est nettement moins bien. Et puis ces 31 points, c'est en trompe-l'œil, tu as l'impression que oui, peut-être, voilà, c'est proche, mais il y a un gros écart avec le 6e Saint-Raphaël. Donc Toulouse n'a jamais vraiment cette saison été en mesure d'entrer dans les places européennes. Là, pour le coup, la 7e place, ça les met, avec la nouvelle formule de cette année, ça les met dans le play-off, quoi, tu vois, tout simplement. Donc, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail et surtout, on va rester dans ce qui s'est passé l'année dernière avec notamment un certain, le capitaine de Toulouse. Quel joueur formidable, Nemanja Ilic, l'ailier gauche, et capitaine, le numéro 19 de Toulouse, absolument inoxydable. Il a quand même déjà 36 ans, 35, 36 ans dans ces eaux-là.
et son impact, c'est très simple, ça fait la deuxième. Il a failli encore dépasser les 200 buts l'année dernière, 199 buts marqués en 29 matchs. Avec un 30e match, peut-être qu'il aurait dépassé les 200, ça c'est facile pour l'année dernière. 78% de réussite, il est tout simplement clutch. C'est un métronome et aussi, c'est aussi le tireur de penalty, le tireur de 7 mètres de Toulouse, puisqu'il est accrédité donc, dans sa moyenne globale à 6,8 buts par match et 72 tirs asségés de 7 mètres au cours donc de ces 199 buts, quoi. Donc ça reste quand même assez conséquent à 81% de réussite, c'est-à-dire que 4 tirs au but sur 5 sont marqués par Nemanja Ilić. Et ça, quand tu es entraîneur, eh ben, tu peux pas l'éluder, quoi. C'est quelque chose de cool. Et aussi, malgré sa position d'ailier, ben, il fait des passes. 34 passes décisives ont été dénombrées. C'est aussi quand même un défenseur assez intéressant. Alors non, c'est pas 120 neutralisations, c'est 20 neutralisations. Il en a pas fait 120. Excuse-moi, j'ai oublié d'enlever le 1 devant. Il en a fait que 20. Je sais pas si je peux l'enlever en direct. Non, je vais le laisser comme ça pour la postérité. 21 interceptions. Donc, il a quand même pas mal neutralisé. Ça reste un défenseur très solide pour un poste 6 en défense. Ensuite, il reste, n'en demeure pas moins, comme je l'ai expliqué, le quatrième meilleur buteur de la Star League, derrière des joueurs comme Emric Min, comme Matteo Fadjuil et comme Diogo Oliveira, euh, j'avais mis en avant dans la preview de Dunkerque. Donc autant te dire que voilà, on est dans le haut du panier au niveau des scoreurs et du gratin. Donc énorme joueur, ultra productif, d'une efficacité rare et qui tient toujours la corde malgré son âge. Il en est rendu à son compteur à 1943 buts en Star League avant que le championnat ne débute la semaine prochaine. 1943 buts, il ne lui reste donc plus que 57 buts à marquer pour dépasser la barre symbolique des 2000 buts. S'il est en santé, normalement, ça devrait avoir lieu cette année. Donc, à surveiller, les 2000 buts de Nemanja Ilić, ce sera le fil rouge de la saison. Maintenant, on va rentrer dans le Yago et l'historique plus précise de cette saison de Toulouse. Je te disais donc que Toulouse a fini 7e, 31 points, 15 victoires, 1 nul, 14 défaites. 910 buts marqués pour 907 buts encaissés. 910 buts marqués, ça en fait la 9e attaque du championnat. Attaque un petit peu mid. Par contre, grosse défense, puisque deuxième défense du championnat, ex aequo avec le H, avec Nantes, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc, c'est ce qui lui permet en tout cas d'accrocher cette 7e place au général à la fin. Grosse défense avec bien sûr le fameux secteur central, Bakary Diallo et Gabriel Niambo qui sont littéralement infranchissables. Si tu t'aventures en tant que pivot entre ces deux grands colosses, les deux soldats qui s'appellent les soldats sans grade et les soldats beaux gosses, et ben tu vas risquer de passer un mauvais moment. Toulouse, malgré tout ça, a joué l'European League en début de saison, mais en fait, il a juste fait de la figuration, quoi. Vraiment, c'est histoire de dire qu'ils étaient là. C'est simple, 6 matchs, 6 défaites contre le Vardar Skopje, contre les Suédois de Kristianstad et contre les Slovènes de CSVT, pardon. Non, c'était ni fait ni à faire. Donc Toulouse a fait un tour, mais voilà, quoi. Ce sera pas du tout mémorable, alors que l'année auparavant, ils avaient réussi à se qualifier pour le barrage. Et là, pour le coup, ben là, c'est nul. Là, cette année, c'était très mauvais. En Star League, l'équipe aura été bien plus irrégulière que la saison précédente, la faute à une base arrière et des blessures qui les auront longtemps handicapés. Et surtout, on ne l'a pas mentionné, je ne l'ai pas beaucoup entendu, mais le départ de Casper Schell, qui était le demi-centre, le métronome l'année précédente, en début de saison, alors qu'il est parti en Bundesliga, je crois qu'il est parti à Hanovre, ou je ne sais plus quel club en Bundesliga. Corrigez-moi si je me trompe, non, ça ne doit pas être Hanovre, mais je sais qu'il est parti dans la boulie, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est clair que ça n'a pas du tout été bien digéré. On va en parler un petit peu plus tard. Et Toulouse ne jouera pas l'Europe cette année. Voilà, parce qu'ils sont finis à la porte. Et l'occasion peut-être de rebâtir quelque chose avec de nouveaux concepts. On verra comment ça se passe. L'année dernière, la plus large victoire de Toulouse, c'était contre Chartres au Palais des Sports Broye sur le score de 41-29, victoire de 12 buts. Et la plus large défaite, alors là, celle-ci, elle était innommable, j'y ai assisté, c'est la défaite à Paris, à Coubertin, 39-21, mais
c'était un brouillon ce match-là, c'était nul, c'était non voilà, c'est limite voilà, c'est le short aux chevilles et prenez votre fessée quoi. C'était ni fait ni à faire ce match-là, un des matchs les plus mauvais que j'ai regardé l'année dernière. Bon, il en faut hein, mais là Toulouse, là pour le coup, là je vous big up pas. Attends, je vais un peu trop vite. Avant de passer au départ, le film de la saison. Toulouse est inscrit donc sur 3 tableaux en ce début de saison, avec l'European League, la Coupe de France et le championnat. Mais il se voit vite désorganisé en début de saison par le transfert, comme je te disais, de Kasper Schell en Bundesliga. Le Slovène Jovicic, qui est arrivé, aura mis énormément de temps avant d'avoir un certain rendement. Il y a de grosses défaites pour commencer, notamment la défaite inaugurale à Tremblay 32-23 et une défaite à Nantes 28-22. Les 2 premiers matchs, 2 déplacements, 2 fessées et les Toulousains sont complètement inoffensifs à ce moment-là. Le premier match à la maison qui suit, c'est contre Chartres et il débloque quelque chose, il redonne confiance avec donc cette plus grosse victoire de la saison, 41-29, bien que mené de 2 buts à la mi-temps. C'est un match aussi assez bizarre où Chartres a complètement lâché en deuxième mi-temps. Ensuite, la plus grosse, comment dire, c'est la plus grosse victoire de la saison et on a dans ce match Erwin Fuchsman qui score à 5 buts, pareil pour Nemanja Ilic, 5 buts pour lui, 4 buts pour Enel Jovicic, pour Nico Mindeguia et Pontus Brolin et Romain Giraudot. On va parler de ces joueurs-là un petit peu plus tard. Et après, on voit qu'après cette victoire, ça s'enchaîne sur une belle victoire du côté de Chambéry sur le score de 33-31. Chambéry qui aura fini devant toi pourtant au final. Avant d'enchaîner de nouveau sur 2 défaites, là l'irrégularité commence à revenir, les doutes commencent à se repointer. 2 défaites contre Aix de 4 buts et à Saint-Raphaël de 5 buts. Après, tu t'imposes logiquement de 12 buts contre Istres et de 2 buts à Célestat, 2 candidats déclarés au maintien. Normalement, tu t'appelles Toulouse, ça passe. Ensuite, tu bats donc forcément les plus faibles que toi relativement facilement, mais tu t'inclines devant les plus forts, logiquement. Et le plus fort qui arrive lors de la 9e journée, c'est le Paris Saint-Germain. Défaite de 3 buts, 36-33, malgré ce soir-là 10 buts de Nemanja Ilic et le fait que tu es mené en plus à la mi-temps sur le score de 20-19. Alors, tu perds de 3 buts à la mi-temps à l'aller, mais au retour, voilà, je t'en ai déjà parlé un petit peu dans la séquence d'avant. Nouvelle défaite après cela à plate couture à Cesson de 8 buts dans un non-match et tu te reprends sérieusement contre Dunkerque à domicile avec une victoire de 9 buts lors de la 12e journée. Dunkerque qui n'était vraiment pas bien à ce moment-là. Tu es piteux en European League à ce stade, tu évacues, tu bâcles cette compétition, tu sors, par la petite porte, voilà le short sur les chevilles, là encore je te le dis et tu dois aller après à Limoges et recevoir Montpellier et donc 2 grosses équipes. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu en gagnes 1 sur les 2. Tu gagnes le match de Limoges de Limoges de 5 buts. Par contre, défaite logique contre Montpellier chez toi de 6 buts et pour finir l'année 2025, 2 victoires et peu de buts encaissés. Tu fais un +2 à Dijon et tu gagnes +5 contre Nîmes. Après la trêve, après le championnat d'Europe, tu reviens, le championnat d'Europe des nations, hein, bien sûr, au niveau du handball des nations, au mois de janvier. En février, tu reviens et tu reprends tranquillement, tu t'imposes de 10 buts contre Istres, 29-19. Et après, tu fais ton seul nul de la saison contre Chambéry sur le score de 30 partout. Tu enchaînes de nouveau avec une victoire contre Célestat de 6 buts, 38-32, et avec 7 buts notamment à l'intérieur pour Edouard Kempf et l'inévitable Nemanja Ilic. Toulouse reste dans sa belle série en s'imposant à Dunkerque à nouveau de 4 buts, mais réalise un véritable match balancé à ce stade. Vraiment, c'est ni fait ni à faire. À Coubertin à Paris, où tu t'inclines de 18 buts, 39-21. Sentiment de honte totale dans ce match-là, même s'il pouvait y avoir des blessés à déplorer. Il y aura après 4 défaites qui vont suivre cette débâcle à Paris et c'est là que Toulouse va forcément décrocher avec les équipes qui étaient en lutte pour l'Europe à ce moment-là. Déjà que tu étais mal parti au départ, là c'est clair, ça ne sent plus bon du tout. Tu perds -6 à Limoges, -1 à Chartres et ça ne passe pas du tout et -5 contre Nantes. Tu vas te reprendre parce que forcément, bah, Dijon arrive. Dijon, c'est les plus faibles. Tu es obligé de les taper. Tu t'appelles Toulouse, là, tu pas le choix. C'est la 24e journée. Tu t'imposes contre Dijon et tu comprends que tu vas pas pouvoir attraper ni Chambéry, ni Saint-Raphaël qui sont devant toi. Tu enchaînes après derrière. Tu mets 11 buts à Nîmes, mais ce match est un petit peu faussé parce que c'est ce match-là, justement, je t'en ai déjà parlé quand j'ai fait la preview de Nîmes, où Harunodzic s'est refait à nouveau les croisés.
dans une atmosphère un petit peu moribonde. Donc je t'invite à voir la preview de Nîmes où je rentre plus en détail dans ce match-là et tu t'appelles Toulouse, ben, tu profites et tu l'emportes 39-28. Ensuite, après ce match, tu t'imposes à domicile avec autorité contre Tremblay, 40-35. Tremblay qui a une très mauvaise défense à ce moment-là et toi, tu as pas forcément une attaque géniale, mais toi, ça passe, il y a pas de problème. 27e journée te punit avec la venue de Saint-Raphaël qui te fait comprendre que pour être européen, ben, c'est Saint-Raphaël qui le sera devant toi. Puisque au Palais des Sports, le Palais des Sports Broa, pardon, tu t'inclines de 9 buts contre Saint-Raphaël. Après, ben forcément, c'est en roue libre, en chasse-patate. Tu prends -7 à Aix, -1 à Montpellier, où il y avait peut-être la place, si tu y croyais un petit peu plus fort, pour faire un résultat. Et contre Cesson, tu clôt l'année, enfin voilà, tu clôt l'année avec une victoire contre Cesson, mais c'est trop tard, c'est trop irrégulier, ça ressemble pas forcément à grand-chose. C'est une saison un peu mid, mais voilà, mais tu n'as jamais eu l'idée, de même peut-être l'envie et peut-être même l'effectif, le cœur pour aller chercher une place en Coupe d'Europe, alors que pourtant le coach Daniel Andielkovic fait des miracles tous les ans à Toulouse avec un budget archi limité. Je passe à la slide suivante. Parce que les départs maintenant, les départs, il y en a un emblématique, c'est celui d'Erwin Futchman, le Chilien qui s'en va du côté de Beşiktaş en Turquie. Le Chilien qui arrive maintenant à un certain âge maintenant et qui ne peut plus avoir le rendement escompté en tant qu'arrière gauche à Toulouse. Il s'en est allé à la fin de son contrat. Aussi, à 26 ans, il a pris sa retraite. Romain Giraudot n'avait plus la foi du tout pour continuer le handball. C'est ce qu'il a déclaré. Il n'avait plus du tout l'envie d'aller s'entraîner, de faire les efforts. Et donc, si bien qu'il a préféré raccrocher et prendre sa retraite seulement à 26 ans. Ensuite, Edouard Kempf, l'ailier droit, encore un ailier droit, lui est parti. Son contrat est arrivé à terme et c'est Chartres qui l'a récupéré à nouveau. Simon Müller, le gardien suédois, est parti du côté de Flensburg, en Allemagne, et Nico Mindeguia, l'Espagnol, qui était en provenance de Kielce, lui va retourner en Espagne, au Pays Basque, pas très loin de Toulouse, hein, du côté de la Bidasoa Irún, et donc où il va continuer et avancer vers sa fin de carrière tranquillement. Nico Mindeguia a rendu quand même de très fiers services au poste de demi-centre à Toulouse. Ça, c'était les départs, donc s'il y en a qui partent, c'est qu'il y en a forcément qui arrivent et on va les voir ici dans le set de platine. Alors, bienvenue au Palais des Sports André Broa, 4300 places, avec Daniel Andielkovic sur le banc des entraîneurs, avec son adjoint, celui qui ne bouge plus, le loup connu comme le loup blanc à Toulouse, Rémi Calvel. Sur la base avant, pareil, ce sont les deux mêmes arrière-gauche, Nemanja Ilic, le Serbe, et Théo Jarry. J'insiste, je maintiens Théo Jarry. À un moment donné, il faudra qu'il soit numéro 1. Ce sera peut-être pas à Toulouse, mais ailleurs. Mais quand j'ai vu qu'il avait prolongé à Toulouse, et je me dis, mais non, mais Théo, t'es tellement bon, t'es tellement fort, tu dois être numéro 1 quelque part. Et Nemanja Ilic, c'est un rock, c'est solide, quoi. Alors tu vas me dire peut-être dans les places devant, il y avait, comment dire, voilà, il y avait pas de place, littéralement. Mais Théo Jarry, moi, je milite pour un Théo Jarry titulaire quelque part, voilà, où il va prendre le côté gauche et faire des choses ultra techniques comme il a l'habitude de faire. Là, Nemanja Ilic, c'est Nemanja Ilic, m'empêche l'air de rien. Bon, voilà, c'était mon petit bougon sur l'aile gauche toulousaine. Maintenant, au poste de pivot, Gabriel Niambo, l'international congolais, on connaît déjà, qui est aussi ultra solide en défense. Au poste de pivot, il y a également Hugo Yound et Ernest Pinorossi qui vont qui vont compléter également ce poste-là, la rotation. À l'aile droite, alors là, c'est là que ça commence. Le côté droit toulousain, ça va être mon sujet parce que ça commence vraiment à se dégarnir le côté droit. Puisque comme tu n'as plus Romain Giraudot qui est arrêté et tu as Edouard Kempf qui est parti donc à l'aile droite, qui est parti du côté de Chartres, eh ben, il ne te reste plus que la recrue Andrea Guillaume, recrue venue de Limoges, qui vient remplacer numériquement Edouard Kempf à la base. Et Jules Frappier, lui, c'est un jeune du centre de formation, hein. C'est un très jeune qui n'est pas encore inscrit dans le groupe pro et qui fait le nombre à l'entraînement, mais qui peut être le deuxième ailier droit. Mais le côté droit toulousain est vraiment très, très light, très léger, pas très fourni. Par contre, si tu reviens sur la base arrière, à gauche, là, par le coup, tu as à peu près 5 arrières potentiels. En fait, tu en as 4, puisque Bakary Diallo, lui, il est arrière-gauche de formation, mais lui, il est uniquement dédié aux tâches défensives. Ça lui arrive de faire des montées en transition et de marquer des buts de temps en temps, mais à la base, Bakary Diallo,
Il est formé en tant qu'arrière gauche, mais au tout départ, c'est un défenseur pur et dur, secteur central au poste 3 ou 4. Je ne sais pas comment ça se passe avec Gabriel Niambo, comment ils se répartissent. Mais voilà, Bakary Diallo, je l'ai mis arrière gauche, mais en fait, il ne l'est pas vraiment. Gonzalo Martins Vieira, lui, c'est un pur arrière gauche, lui, par contre, et c'est l'arrière gauche titulaire. Il va être discuté notamment avec Matteo Brief, qui est arrivé de Cesson pendant l'intersaison. Aussi, Pontus Brolin et aussi également le Suédois aura aussi son mot à dire, ainsi que Jérémy Robert. Donc, tu as 4 arrière gauche, c'est sûr, mais des arrière gauche qui peuvent aussi être polyvalents et aussi être à droite et jouer avec la fausse main, la main opposée directement sur la droite. Au poste de demi-centre, tu as donc celui qui est venu de Istres et du Vardar Skopje, Nicolas Bono, l'Argentin, international argentin, qui va beaucoup apporter au niveau de la main à Toulouse. Et tu as la deuxième année de Enei Jovicic, le Slovène, de qui on attend énormément. Il a dû reprendre le playbook un petit peu de Kasper Schell et il n'a pas forcément été toujours au rendez-vous. Il a fait du mieux qu'il a pu, mais je pense que sur cette deuxième saison, ça devrait aller mieux pour lui avec la connaissance de la Star League et la force de l'habitude. Et au poste d'arrière droit, ben, il n'y a qu'un seul arrière droit de métier à Toulouse, Uroš Kojadinovic, dit Koya sur le banc, l'international serbe. Il est le seul arrière droit de métier. Il peut y avoir d'autres arrière droits qui viennent du centre, mais même là aussi, c'est pas forcément un niveau génial. Donc voilà, c'est assumé que Toulouse soit complètement déséquilibré comme ça sur la gauche et penche beaucoup plus sur la gauche qu'à droite au niveau de son effectif. On va y revenir. Et au niveau des gardiens, Jeff Lettens, lui, ne bouge plus de la cage toulousaine. Pourtant, il va être challengé par l'ancien gardien de Valence, meilleur gardien de Pro League, Robin Cardudo, que j'ai hâte de voir à ce niveau-là et voir comment ça peut régaler pour lui. Il est très talentueux, Robin Cardudo, vraiment un vrai mur. À voir comment ça va se passer avec lui pour la saison prochaine du côté de Toulouse. Voilà pour le set de platine. Maintenant, posons-nous des grosses questions. Le Phoenix Toulouse, c'est un géant du jeu, mais un nain économiquement parlant. Pourquoi je te dis ça? Sportivement, les Toulousains jouent les yeux dans les yeux avec les Cadors, mais dans les comptes, la réalité est tout autre. Le Phoenix avance avec le 8e budget de Starlix, qui n'est pas une honte en soi, mais il plafonne à 4,5 millions d'euros. C'est un monde d'écart forcément avec des monstres comme Paris qui pointent à 17 millions, Nantes à 11 millions, Montpellier 9 millions, je ne l'ai pas écrit. Et si tu veux, ce fossé budgétaire, on le retrouve très concrètement sur la feuille de match cette saison. En fait, il suffit de regarder la gestion de l'effectif après le départ d'Edouard Kempf et la fin de carrière de Romain Giraudot. Le Phoenix a fait un choix absolument radical, c'est de ne pas réinvestir sur le marché. Et résultat, l'effectif est sur le fil du rasoir avec un seul arrière-droit de métier, Uroš Kojadinovic, et un seul ailier droit pro, Andrea Guillaume. Pour le reste, le club fait du sur-mesure, de la polyvalence tactique et un appel direct aux jeunes du centre de formation comme Jules Frappier, qui fait donc la maille en tant qu'ailier droit. C'est un pari qui est risqué, mais financièrement, en fait, il est obligatoire, parce qu'il y avait 4 millions et demi. Tu peux pas payer des gauchers, sachant que les gauchers valent très cher sur le marché des transferts au handball. Et parce qu'à Toulouse aussi, la concurrence économique est impitoyable. Je te rappelle, c'est Toulouse. Le Phoenix et le handball, il évolue dans l'ombre colossale du Stade toulousain en rugby et du TFC en foot, qui capte l'essentiel du sponsoring privé. Et pour ne rien arranger, le club il se heurte à un vrai plafond de verre structurel, c'est-à-dire que le Palais des Sports André Brouat est limité à 4300 places et il n'y a pas de projet d'agrandissement à l'horizon, ce qui bloque le développement des recettes VIP et de la billetterie. Il n'y a pas un projet non plus de concert organisé comme c'est fait dans d'autres contextes, que ce soit à Montpellier, à Saran, à Limoges, tout ça. Ça n'existe pas à Toulouse. Donc, il va clairement falloir réfléchir à quelque chose parce que là, ce que je vois, c'est que Toulouse vivote un peu, quoi. Il ne progresse pas, n'avance pas. Et ça, un club qui n'avance pas, même si Toulouse est un historique du championnat de France, mais Toulouse a fait 2 ou 3 saisons en tant que quatrième du championnat les années précédentes, et ça, c'était absolument énorme, avec le peu, entre guillemets, le relatif peu de moyens qu'ils ont d'arriver à ce stade-là. Mais là, il va falloir forcément bouger à un moment donné à Toulouse. Ce sera peut-être pas cette année, peut-être les années suivantes, mais là, aller suivre Toulouse, c'est un peu bof, quoi. Et là, justement, on va rentrer dans l'expert de défi et le joueur dont je te parlais tout à l'heure, que je vais analyser, pour lequel je vais cliquer à Toulouse, c'est le Serbe, c'est l'arrière droit, le seul, Uroš Kojadinovic, 25 ans.
et qui a marqué 111 buts quand même l'année dernière en 30 matchs de championnat. Oui, 111 buts, mais seulement à 59% de réussite. C'est très peu. Il a réalisé 167 passes décisives. Ça reste quand même un solide défenseur, puisque tu es pas deuxième défense par hasard avec un poste 2 pardon, qui reste verrouillé sur Uros Kojadinovic. C'est un vrai défenseur. Lui, il n'a pas peur. Et donc, comme je disais, donc il a fait 49 neutralisations, 15 interceptions, et il est le seul gaucher de la base arrière. Il devra absolument monter son pourcentage de réussite pour permettre à Toulouse d'exister à un niveau supérieur, et il risque d'être très sollicité. C'est un joueur de duel qui peut être facilement lu par les défenses adverses, c'est-à-dire qu'il fait forcément toujours les mêmes mouvements, et au bout d'un moment, ben, il risque de se mettre dans le rouge, de s'énerver, et on risque de le perdre, quoi. Donc lui, c'est le joueur, si ça marche bien, si ça clique bien un jour, il peut transporter le match, mais si ça marche pas, ça peut craindre du boudin. Maintenant, on passe au futur. Regarde ça, 30 points pour Toulouse, 14 victoires, 2 nuls, 14 défaites. Je vois que le parcours est honorable, que Angelkovic a l'habitude de faire des miracles avec très peu de matériel, mais clairement, au bout d'un moment, ça va plus suffire, parce que pour aller chercher l'Europe, il faut se renouveler. Et ce qui était un véritable exploit, compte tenu des moyens qui étaient donnés à Toulouse, quand ils ont fini quatrième derrière le trio Paris, Nantes, Montpellier, là, Toulouse va être obligé de plafonner. Cette septième place, elle est un peu révélatrice du véritable niveau de Toulouse. Ils vont être obligés de plafonner et de devoir se poser de très sérieuses questions sur leur avenir, puisque les jeunes vont commencer à arriver, que le budget, il n'est pas non plus, tu peux pas l'exploser comme ça, que tu es dans une ville où il y a plein de sports aussi, plein d'attractions aussi au milieu. C'est un peu complexe, mais voilà, il va falloir se sortir les doigts pour inventer quelque chose, les gars. Et il n'y a pas de fatalité dans la vie, n'est-ce pas, le Phoenix? Allez, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça donne quoi au classement? Ça donne la chose que ben, Toulouse, pour l'instant, des 10 équipes pour lesquelles j'ai fait des previews, ben, je les vois derrière Nîmes, obligatoirement. Mais par contre, devant Tremblay, Chartres, le PAUC, large. Dunkerque, Saran, Célestat, Cesson-Rennes et Caen, bien entendu. Et là, il reste 6 équipes à pronostiquer, 6 équipes avec lesquelles je vais devoir batailler pour pouvoir sortir ces previews et pour qu'elles sortent en temps et en heure. Et là, je suis très content d'avoir bouclé la preview de Toulouse. Voilà, je vais scroller jusqu'au début, voilà, pour faire joli, parce que voilà, c'est bien comme ça. Super! Bon, j'espère que ça t'a plu, j'espère que cette présentation te satisfait. Si tu es en accord avec moi ou s'il y a des choses que tu ne, voilà, pour lesquelles tu souhaites apporter des précisions, n'hésite surtout pas à utiliser le champ de commentaires et dire ce que tu ressens à la vue de cette vidéo, surtout si tu es proche du Phoenix. Sinon, tu peux la liker, cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne Enthousiastique, tu peux la partager et aussi me suivre également sur Instagram où je suis le plus présent, le plus actif, également notamment en story où je laisse plein d'informations, plein de petites choses comme ça au niveau des transferts, au niveau de l'annonce des 16 previews vers les étoiles ou d'autres contenus que je donne sur les solutions financières en Star League et d'autres petites choses comme ça, tous les behind the scenes que je donne et que je produis juste pour toi. On est en pleine nuit au moment où je te finis d'enregistrer cette preview. C'est pour te dire à quel point mes journées sont chargées, mais c'est la passion qui domine. J'espère que tu as apprécié. On se retrouve demain pour la preview qui est destinée à Saint-Raphaël. On va commencer à rentrer dans les équipes dans la zone des équipes qui vont disputer l'Europe cette année. Passe une bonne journée et on se reparle très vite pour la preview de Saint-Raphaël. C'était 16 previews vers les étoiles. Salut!